temps. Alors, toutes les communications ce matin, je veillerai à ce que le timing précis soit respecté. Mais bon, je fais absolument confiance à Simon Texier, que nous connaissons déjà depuis un certain nombre d'années, professeur d'histoire de l'art et de l'architecture à l'Université de Picardie-Juiverne, et un des très grands spécialistes des églises, notamment au XXe siècle, dans les églises à Paris au XXe siècle, mais pas seulement, également, généralement sur l'architecture, l'histoire de l'architecture contemporaine. Simon, à toi la parole. Merci beaucoup, chers collègues, mesdames, messieurs. Donc il me revient d'ouvrir ce colloque par un propos qui se veut relativement général en partant d'un patrimoine qui peut être à Paris ou un peu partout en France. Je me limiterai au territoire français pour ne pas trop disperser le propos et tenter de vous donner quelques clés de lecture qui restent des clés de lecture tout à fait partielles, j'en conviens. Je crois que l'architecture de l'Art déco n'est pas complètement connue aujourd'hui, à la fois en termes de corpus, mais aussi en termes de définition. Et on passe souvent beaucoup de temps à définir ce que c'est que l'Art déco. Alors je me plais régulièrement à citer mon collègue Gilles Marseille, qui dans sa thèse de doctorat sur Nancy, qui accueillera bientôt un colloque sur le thème de l'Art déco, avait, dans le cadre de sa thèse, multiplié les références de ce que pouvaient être les sources de l'Art déco, en balayant l'historiographie. Alors c'est vrai, quand on regarde les publications des années 70-80, on essayait de voir tout ce qui avait nourri l'Art déco, mais c'est un sujet que je n'aborderai pas. En revanche, je crois qu'il est toujours d'actualité de tenter de définir ce que c'est que cette architecture, qu'est-ce qu'elle est par rapport au modernisme qui a très largement dominé l'historiographie, et comment donner une meilleure compréhension. Alors je propose, et ce n'est pas tout à fait original, mais c'est une idée qui s'impose, petit à petit, l'Art déco, de toute évidence, est une forme de prolongation de l'éclectisme. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, et je reprendrai certains éléments de cette communication lors du colloque que nous avions co-organisé avec Jérémy Serment et Florence Haché-Leroy à Arras et Lens au printemps dernier. Mais je vous propose de commencer par 3 points, et puis ensuite j'aborderai cette question de l'éclectisme en liaison avec 2 autres phénomènes que sont le régionalisme et le pittoresque, et 3 points pour essayer de débroussailler un petit peu et d'amorcer une réflexion sur ce que serait une définition, notamment en France, de l'Art déco par rapport à la question, là en l'occurrence de la construction, et ensuite j'aborderai la question de l'espace et puis la question de la forme, mais de façon assez rapide. La question constructive est vraiment l'un des points qui me semble les plus à la fois complexes et problématiques, dans la mesure où on parle souvent de l'Art déco comme un phénomène international. Or, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, l'Italie ont des pratiques constructives et des cultures constructives qui sont tout à fait différentes. Et donc, l'intérêt est de se poser la question comment émerge un mouvement qui a une vocation internationale, qui a un rayonnement international, tout en sachant que les questions de construction, tout ce qui est sous-jacent à cette architecture, peut être très différent. Et précisément, la question est, l'Art déco n'est-il pas totalement indépendant des questions constructives et de l'émergence, en l'occurrence d'un matériau, évidemment le béton armé, à partir des années 1890, qui va profondément modifier l'apparence des bâtiments, les potentialités plastiques de ces bâtiments. Et je pense que la question d'une tectonique de l'Art déco, d'une architectonique de l'Art déco, n'a jamais encore été complètement posée. Est-ce que c'est une fausse question? Ça n'est pas impossible non plus. Et c'est un peu ça, ce chantier que je voudrais ouvrir sur un mode, pour l'instant, relativement impressionniste, mais qui, à mon sens, est vraiment une idée à creuser.
Vous avez ici le théâtre des Champs-Élysées et à côté le palais de Stockley. Mais je reviens un tout petit peu en arrière, en 1898-19, un moment très très particulier, toute fin du 19e siècle. Le béton armé a fait son apparition déjà un peu partout. Les mouvements de sécession, la sécession viennoise notamment, proposent des choses d'une inventivité formelle et artistique assez inouïe. Les ateliers viennois, quelques années après, vont amorcer ce qu'on considère comme l'une des sources de l'art déco. Mais ce que je veux mettre en évidence ici, c'est plutôt la question du revêtement. Et vous avez ici un bâtiment qu'on range évidemment plutôt dans l'art nouveau, par son décor floral, par l'unité de l'œuvre, œuvre d'art totale, on le sait, même les cages d'ascenseur. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir monter dans les étages de cet immeuble, et c'est une œuvre absolument complète, jusque dans les combles. Tout est maîtrisé par cet architecte Otto Wagner, qui a été l'une des personnalités les plus marquantes en Europe de ce début, fin 19e et du début du 20e siècle. Ce que Wagner ici montre, c'est que, à la limite, peu importe la structure, l'ossature, peu importe ce qui fait que le bâtiment tient. J'ai remarqué récemment que quasiment personne ne parle de la manière dont est construit cet immeuble, comme si c'était une question qui ne se posait pas. Donc il s'agit d'une architecture de maçonnerie assez traditionnelle, et le bâtiment est connu pour son enveloppe, pour cet habillage, cette peau de carreaux de céramique avec son décor de majolique. La tradition en Autriche, en Allemagne, dans une bonne partie de l'Europe centrale, en effet, c'est celle du revêtement sous le sceau d'une personnalité qui est Gottfried Zemper, qui a largement déployé une théorie textile, des origines textiles de l'architecture. Et vous allez voir dans quelques instants que la France, elle, est héritière d'une approche beaucoup plus ossaturiste, rationaliste, et surtout réclamant une vérité de la construction qui n'est pas du tout une préoccupation dans la Vienne de 1900, pas plus que avec Haussmann et son palais Stockley. Là encore, qu'en est-il véritablement de l'architectonique? On ne se pose pas la question des modalités de la construction, mais plutôt des modalités de son enveloppe. L'enveloppe ici, un plaquage de marbre et des petits ourlets de métal n'ont pas du tout à voir avec la manière dont le bâtiment tient en tant que structure. Donc, tout ça pour dire que les modes de construction en Europe sont héritiers de cultures parfois solidement ancrées et qui vont avoir une incidence sur l'art nouveau, mais plus encore sur l'art déco, puisque là je me situe encore dans ce moment art nouveau. Et venons-en maintenant en France avec ce premier immeuble entièrement en béton armé pour l'entreprise de François Hennebique, qui avait déposé en 1892 le fameux brevet avec de béton armé tenu par des étriers qui va lui permettre de bâtir un véritable empire à l'échelle mondiale et de réaliser plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de bâtiments selon ce procédé dont il va ensuite faire la concession à des entrepreneurs un peu partout dans le monde. Le premier immeuble construit entièrement en béton armé, c'est pour lui-même, c'est une démonstration. J'ai oublié de mettre l'architecte, c'est Édouard Arnaud, qui n'est pas du tout un partisan du béton armé, mais qui, à la demande d'Hennebique, fabrique un immeuble entièrement moulé par ce matériau, dont on voit sur la photo de droite quelques petits détails décoratifs qui le situent dans le moment Art Nouveau, mais sur la photo de gauche, vous voyez un immeuble qui serait quasiment un immeuble de rapport du Paris de 1900, et dont l'ossature, enfin, la coque, tout est en béton armé, ossature et façade, se dissimule, se cache quasiment dans le paysage parisien. Donc,
la question est-ce que le béton armé peut provoquer, peut créer une esthétique, a été posée dès 1900, et Édouard Arnault l'a quasiment mise de côté en arguant du fait que cette matière n'était pas bonne à être exposée, mais qu'elle pouvait rendre d'éminents services pour les architectes et ainsi se fondre dans le paysage. Arrivent, quelques années plus tard, les frères Perret. Alors, les frères Perret, eux, sont les héritiers de cette approche rationaliste française, enfin, très, très ancrée en France, depuis le XVIIe siècle et le XVIIIe avec Laugier, Cordemoy, pour les théories de l'architecture, et puis au XIXe avec Viollet-le-Duc. Et les frères Perret au Théâtre des Champs-Élysées sont confrontés en 1910-1911, en reprenant le projet d'Henri Van de Velde, sont confrontés à cette peut-être ce premier dilemme, faut-il montrer le béton armé et peut-on le montrer dans un contexte éminemment urbain et voire monumental? On est à 2 pas, on n'est pas sur les Champs-Élysées, mais on est avenue Montaigne, donc dans un contexte où l'image est particulièrement importante, et les frères Perret vont faire le choix d'un plaquage de marbre sur cette ossature de béton armé qu'on leur a demandé de concevoir, et par laquelle ils ont résolu la question que Henri Van de Velde n'avait pas réussi à résoudre. Donc de ce projet aux allures de feuilleton, et auquel participe également Antoine Bourdelle pour les bas-reliefs, de ce projet va naître donc un bâtiment éminemment important à la fois dans l'histoire de la construction et dans l'histoire de l'architecture, mais pour nous, amateurs d'art déco, un bâtiment qui a une place tout à fait singulière et qui pose la question à la fois de l'histoire d'un matériau, enfin de la capacité d'un matériau à résoudre des questions d'espace, et ce faisant créant quand même une forme particulière, et puis ensuite posant la question de son affichage, quid de ce matériau si on le laisse en façade. Pas question évidemment, donc ici il s'agit d'un plaquage de marbre, mais qui reprend avec un certain brio, qui reprend l'ossature, mais on va voir que Perret est allé beaucoup plus loin dans cette franchise. Et justement, dans cette manière d'être entre deux approches, les frères Perret ont donné, et là je pense que c'est tout à fait intéressant et frappant de voir à quel point Perret a participé à développer l'art déco en France, tout en étant un farouche opposant à cette mode qu'il juge, elle, être une mode factice, puisque Perret ne va cesser ensuite de militer pour une architecture de la vérité et du béton brut. Mais dans le cas qui nous occupe, la situation est un petit peu particulière. Il n'a pas d'autre choix que d'effacer l'ossature, tout en jouant sur une sorte de dialectique qui sera de plus en plus subtile. Mais quoi qu'il en soit, Perret, ce faisant, lance aussi une mode, sonne la fin à Paris de l'Art Nouveau déjà, et annonce une sorte d'architecture beaucoup plus inspirée par la Grèce antique, une sorte de nouveau temple dorique des temps modernes, et de ce fait réinterroge aussi la question de l'histoire, d'un ancrage de l'architecture dans l'histoire, ce que l'Art Nouveau avait quand même mis un peu de côté. On dit souvent que les sources de l'Art déco, c'est l'architecture du XVIIIe, c'est une manière de revenir à une certaine forme de classicisme après les formes beaucoup plus libres de l'Art Nouveau. Il y a de toute évidence avec Perret quelque chose qui s'impose sur la scène parisienne, française et bientôt européenne, rejoint évidemment par d'autres sources, d'autres préoccupations, mais il est quand même frappant de voir à quel point les Nouvelles Galeries d'Amiens doivent à ce théâtre des Champs-Élysées. Lequel théâtre des Champs-Élysées est aussi l'occasion pour Perret de travailler sur l'intégration des arts, mais aussi sur la ferronnerie. Et ces ferronneries, on les voit, elles datent de 1910,
elles pourraient être de 1925 sans aucun problème. Alors, je vais passer un peu plus vite sur ces bâtiments de Perret, juste pour vous dire ce que l'Art déco n'est pas. Parce qu'on cherche toujours à comprendre et à définir ce qu'est l'Art déco. On peut aussi passer sur un mode négatif et dire quand même haut et fort que Perret ne fait pas de l'Art déco. Il ne veut pas faire de l'Art déco en 1925. Il est aussi fortement opposé que Le Corbusier à cette mode qui est en train de gagner et qui s'impose lors de l'exposition de 1925. La preuve, avec quelques bâtiments iconiques sur lesquels je passerai très vite, dès que cela lui est possible, Perret développe l'architecture du béton brut avec l'église du Raincy. Et c'est là où la question de la définition est toujours à géométrie variable. On peut dire les temps modernes et intégrer l'Art déco et un certain modernisme jusqu'à mettre Le Corbusier dans l'Art déco, ce qui est quand même un comble, mais quand on veut généraliser, on nomme Art déco tout ce qui relève de l'entre-deux-guerres, ce qui est quand même un petit peu excessif. Donc Perret est à la recherche de quelque chose de beaucoup plus particulier, une expression du béton armé qui réinterroge, en l'occurrence ici, dans cette église de Raincy, la tradition gothique et la tradition classique à la fois, une sorte de combinaison de deux rationalismes dont il est vraiment l'héritier en tant que théoricien et que praticien, et la fameuse phrase qu'il donnera en 1935, le béton armé, ce matériau révolutionnaire, nous aura permis de revenir à la plus authentique tradition, parce que le béton armé, c'est ce qui empêche, c'est ce qui évite d'avoir recours aux arcs-boutants. Et pour Perret, l'arc-boutant, c'est la défaite de l'architecture gothique. Alors évidemment, c'est de la pure rhétorique, mais il tient, comme son maître Julien Gadet, à exprimer cette méfiance, voire un certain mépris un peu snob, pour le gothique, qui n'était qu'une architecture tenue de l'extérieur. Avec le béton armé, tout est résolu. Donc là encore, sur un plan rhétorique et moral, Perret a magnifiquement et de façon très bien argumentée et historiquement fondée, il a réussi à prouver que le béton armé était quasiment le chaînon manquant d'une tradition gréco-gothique qu'il pouvait lui-même donc ranimer grâce à cette maîtrise du matériau, lequel matériau pouvait se passer de tout autre ornement, si ce n'est le verre, la couleur, pour ses claustras. Donc tout ceci n'est pas de l'Art déco, il faut quand même le redire, parce que l'architecture de Perret et son goût de l'ossature, de la mise en beauté des ossatures, et là je passe à l'un de ses chefs-d'œuvre de la maturité, le musée des travaux publics. Voilà un bâtiment que l'on ne peut pas véritablement inscrire dans le corpus de l'Art déco, parce que sa dimension vériste, ossaturiste, ne valorisant que la beauté d'un matériau et non le plaquage. L'Art déco, bien sûr, n'est pas que l'art du plaquage, mais c'est aussi, en partie, un art du parement, hérité, on l'a vu en introduction, hérité de ce que Vienne, en 1900, avait déjà posé comme base. Et pour en finir avec Perret, et cette dichotomie, cette distinction qu'il faut faire entre l'Art déco et le classicisme structurel qui définit l'architecture de Perret, on peut revenir sur cette citation de Fénelon. Il ne faut admettre dans un édifice aucune partie destinée au seul ornement, mais visant toujours aux belles proportions. On doit tourner en ornement toutes les parties nécessaires à soutenir un édifice. C'est ce que vous voyez ici. C'est ce qu'on voit là lors de la restauration de l'ancien musée des travaux publics, aujourd'hui le Palais d'Iéna, qui accueille le Conseil économique, social et environnemental. Je reviens à l'Art déco, dans la même ville de Paris, à peu près dans la même décennie,
quelques années auparavant, Albert Laprade reprend un chantier un projet laissé inachevé par Léon Jossely. Et si vous comparez le palais de la Porte Dorée et le palais de Iéna, ou bien les autres palais, évidemment plus proches que sont le palais de Tokyo et le palais de Chaillot, vous avez des architectures dont l'ossature de béton armé n'est pas visible, qui profitent de ce matériau béton armé pour magnifier une autre image, l'image là de la grande tapisserie de Janniot, plus grand ensemble sculpté jamais réalisé, en tout cas pour l'époque, et la fortune critique de ces bâtiments, évidemment, n'est pas la même. Perret, malgré le procès qu'on a pu lui faire souvent, avec son obsession du langage classique, malgré tout, Perret n'a jamais été remis en question dans la légitimité de ses recherches. L'architecture de Laprade et de l'Art déco, vous le savez tout aussi bien que moi, l'Art déco a été constamment relégué au rang de quasi-sous-architecture, au motif, justement, d'une certaine morale constructive ou bien d'une certaine morale spatiale, on va le voir. Et je vais y venir dans un instant. Donc voilà, des bâtiments Perret et Laprade, ce sont deux personnages assez proches en apparence, mais qui, sur un plan théorique, sont totalement opposés dans leur manière de concevoir l'architecture. Disons que Laprade exprime un point de vue qui est relativement partagé, et Perret est plutôt une exception qui se situe presque en marge, malgré le fait qu'il ait apporté à l'Art déco un certain nombre de sa légitimation avec le théâtre des Champs-Élysées. Donc il y a quelque chose de parfois contre-intuitif dans notre approche de l'Art déco, d'apparemment contradictoire, mais c'est justement la complexité de l'histoire de montrer à quel point des réalisations peuvent, contrairement à ce qu'on pensait, être le piédestal d'autres bâtiments. Cette question du parement, puisqu'on était au musée des colonies, la question du parement, de l'enveloppe qui a fortement marqué le bâtiment de Laprade, va devenir l'une des caractéristiques de l'Art déco, et le bâtiment de Léon Jossely de la Dépêche de Toulouse est peut-être l'un des ensembles, malgré une architecture très modeste, du point de vue de la forme, le revêtement de Gentil et Bourdet est là une œuvre absolument étonnante, et on voit exactement ce qu'on a pu reprocher ici à l'Art déco, forme simple, ossature de béton qui permet donc une certaine raideur, une économie de moyens, laquelle économie de moyens va être complètement compensée par une saturation décorative. Et de la même façon, la fameuse Maison Bleue à Angers, là aussi, une architecture du logement fin des années 20, ossature de béton armé, tout le monde s'y range, mais ici, le béton n'est pas plus que la brique qu'a utilisée Wagner pour construire à Vienne, il n'est pas plus visible ou lisible, peu importe la façon dont ce bâtiment tient, peu importe l'ossature, pourvu qu'il y ait l'enveloppe, pourvu qu'il y ait la peau, et une peau ici entièrement recouverte de mosaïques de Dorico. Je vais montrer un bâtiment de Michel Rochepitz tout à l'heure, et c'est l'occasion juste de rappeler, Michel Rochepitz, architecte et théoricien, distinguait dans les années autour de 1930 deux familles de bâtiments selon qu'on utilisait le béton armé en privilégiant l'ossature ou bien en privilégiant l'enveloppe. Et donc il distinguait de façon assez brillante et amusante les bâtiments qui étaient des vertébrés et les bâtiments qui étaient des crustacés. L'image est quand même assez parlante. Vous avez le bâtiment qui tient avec son ossature poteau-poutre, ce sont les vertébrés. Les crustacés, c'est ce qui est revenu ces derniers temps dans l'architecture contemporaine, c'est l'enveloppe qui tient.
Mais au fond, vertébrés ou crustacés, si vous dissimulez tout ça derrière une enveloppe et des savants parements décoratifs, vous effacez complètement la problématique constructive, en tout cas la problématique architectonique, c'est-à-dire la relation entre construction et architecture. Et je pense que l'Art déco a beaucoup souffert, a été largement disqualifié par peut-être sa légèreté par rapport à la nécessité que l'on aurait de mieux comprendre, de comprendre comment fonctionne un bâtiment. Alors ça vaut pour la France essentiellement, parce que la France est, je l'ai dit, très très ancrée dans cette approche morale d'une construction qui doit se comprendre. Et ça date quasiment de Louis XIV, au moins la notion de vérité constructive. Et l'exposition de 1925, évidemment, va totalement à l'encontre de tout ça et privilégie l'enveloppe, la matérialité, la sensualité, la couleur, même en noir et blanc. On devine qu'il y a ici un jeu de couleurs, les vitraux, et puis cette fameuse géométrie, je n'y reviens pas. Donc cette enveloppe, c'est vraiment, sur le plan de la construction, cette approche par l'enveloppe est privilégiée globalement, et dans une lecture qui a soit valorisé la nouveauté versant Le Corbusier, soit valorisé la vérité versant Perret, l'Art déco était de toute façon fautif. Vient la question de l'espace. Alors là, je serai plus rapide, et je pense que il faut quand même aussi, vous l'aurez compris, cette communication est une invitation à regarder quand même, mais je suis en terrain conquis, vise à regarder l'histoire de l'architecture d'une manière un petit peu différente par rapport à ce qu'on nous a globalement appris jusque dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de grande épopée moderniste qui se déployait et quelques miettes dont l'Art déco faisait partie. Et dans cette épopée moderniste, il y a un concept, une notion, un paradigme qui est l'espace. L'espace a dominé de la tête et des épaules entièrement l'histoire de l'architecture moderne dans le monde. C'est une notion passionnante, mais beaucoup d'historiens ont travaillé là-dessus, mais ce qui est frappant, c'est à quel point la notion d'espace est une notion propre au XXe siècle. Les architectes ne parlent pas d'espace avant le XXe siècle, quasiment pas. Ça n'est pas une question. Et c'est pour ça que Perret, entre autres, que Perret refuse de se plier à ce discours sur l'espace qui, pour lui, est quasiment de l'ordre de la supercherie. Ce que je veux simplement montrer, c'est que l'Art déco a, lui aussi, produit des espaces, et parfois des espaces étonnants, innovants. Et, comme vous le savez, l'Art déco n'a pas de Manitou, n'a pas de prophète, n'a pas de manifeste. Personne n'a rédigé le manifeste de l'Art déco en 1925. Or, dans une époque qui a beaucoup produit de manifestes, l'espace était une sorte de totem. Et l'Art déco, finalement, comme beaucoup de choses que l'on verra par la suite, l'Art déco a poursuivi une recherche sur l'architecture qui, évidemment, avait une dimension spatiale. Vous voyez ici le pavillon de la maîtrise des Galeries Lafayette, donc voici l'extérieur. Produit par un architecte, Joseph Hiriard et ses deux associés, mais c'est Hiriard le principal concepteur, qui avait une appétence toute particulière pour les effets de surprise. Il jouait beaucoup dans toutes ses réalisations sur les escaliers. Et donc là, on montait un escalier et puis ensuite, on redescendait. La notion de promenade architecturale, vous le savez, on la doit en partie à Le Corbusier, même s'il n'en a parlé que 2 fois, mais ça fait partie d'une grande mythologie de l'architecture moderne, comme si une villa de Palladio n'était pas non plus une promenade architecturale, et comme si un pavillon de l'exposition de 25 n'était pas, lui non plus, une promenade architecturale. Alors voilà, ce que n'est pas l'Art déco, évidemment. Le Corbusier, on ne peut pas lui enlever
certain, disons, une capacité à inventer plastiquement et spatialement des espaces qui ont définitivement marqué l'histoire de l'architecture. Il ne s'agit pas de minimiser la place de Le Corbusier, mais de remettre en perspective et de ne plus opposer systématiquement Le Corbusier, Perret et l'Art déco, mais de voir disons, une famille qui cherche des voies avec un peu plus de préoccupation peut-être pour une plastique entièrement nouvelle chez Le Corbusier, mais aussi pour un espace que Le Corbusier a beaucoup cherché également à définir. Qu'est-ce que c'est que l'espace moderne, l'espace indicible, et un espace pour les temps nouveaux, pour l'esprit nouveau, avec cette fameuse cellule d'un immeuble villa qui présente à l'exposition de 1925. Mais je reviens à José Ferriard. Donc, évidemment, voilà l'habitat minimum, et puis voilà l'habitat maximum. Une belle villa sur la côte basque. À nouveau José Ferriard, et à nouveau un jeu, on est sur une maison en pente, et l'architecte joue sur la pente pour... bon, mes photos ne montrent pas tout à fait l'intérêt de cette... il faudrait voir plus précisément cette séquence d'entrée. En fait, on est sur une pente qui descend vers la mer, et la maison est complètement articulée par un jeu de vision, de surprise, dans une esthétique art déco totale, où le vitrail joue à sa place, où la sculpture à sa place, où la mosaïque à sa place, mais tout est une promenade et une trajectoire paysagère absolument admirable. Donc, refuser à l'art déco la valeur suprême qui est l'innovation spatiale, c'est aussi probablement, je pense, faire vraiment une erreur, un faux sens historique. Dans ceux qui ont beaucoup apporté à l'espace et en termes d'ambiance, Charles Siclis, malheureusement, quasiment plus rien de Charles Siclis n'est visible aujourd'hui. Il a construit beaucoup de théâtres, beaucoup de cafés, beaucoup de lieux de loisirs qui ont été systématiquement dénaturés. Du théâtre Pigalle, il reste, c'est une découverte il y a quelques mois, il reste quelques éléments de béton qui vont bientôt disparaître dans une reconversion du garage qui conserve ces éléments de béton et qui va devenir un immeuble de logement. Et on ne savait pas que la démolition du théâtre Pigalle n'avait pas été totale en 1960, mais quasi totale. Toujours est-il que ces architectures de Charles Siclis, que l'on n'a jamais placées dans les modernistes au sein du style, de ce qu'on a appelé ensuite le style international, Siclis était justement dans cette frange un peu entre deux, entre l'art déco et le modernisme, mais plutôt classé dans l'art déco parce qu'il construisait beaucoup d'architecture de théâtre et de café. Et quand on lit la presse de l'époque, on voit bien que Siclis est perçu comme un maître dans la construction des ambiances. On parle de douche écossaise à propos de ce théâtre Pigalle, parce qu'on franchit des seuils, puis ensuite on est plongé dans la lumière, puis dans le noir, et avec ce plafond, on est pris dans des ambiances qui sont aussi des créations d'espace, et pas seulement des illusions lumineuses. Et puis la matière, qui là, malheureusement, n'est pas tout à fait visible. Donc je vais passer un peu rapidement sur ces ambiances que Charles Siclis pouvait être à même de créer. Pour dire quoi? Voilà un café qui était dans l'immeuble Tati à Barbès, disparu depuis longtemps, ce café, pour dire que l'art déco a aussi produit des espaces innovants, peut-être moins radicaux que ceux que Le Corbusier avait pu produire, mais qui sont tout à fait intéressants du point de vue justement de la création d'ambiances particulières. Troisième point, avant le quatrième, que je devrais abréger un petit peu,
la question de la forme. Alors, évidemment, on pourrait passer des heures à parler de l'art déco et de la question de la forme, et qui consisterait à dire où s'arrête et où commence l'art déco. Est-ce qu'on est moderniste radical, art déco tempéré ou moderne tempéré? Ça, c'est un peu illusoire et finalement peut-être un peu vain de rechercher ce qu'est la véritable définition, la bonne catégorie. On sait que toutes les architectures de l'entre-deux-guerres se naviguent entre des tendances, et quelqu'un comme Michel Rochepitz, que j'évoquais tout à l'heure, est exactement celui qui joue sur une certaine ambiguïté à la fois formelle. Quand je dis ambiguïté, c'est avec plutôt de façon positive, mais sur une subtilité même en termes formels et en termes constructifs, puisque Michel Rochepitz se place dès le début de sa carrière comme un opposant à la vérité constructive de Perret, comme au nudisme, ce qu'il appelle le nouveau formalisme de Le Corbusier. Il a écrit ce texte noir sur blanc contre le nouveau formalisme. Donc, dans l'entre-deux-guerres, on a un positionnement sur la scène, notamment française, qui est, en apparence, est assez simple, puisqu'on a deux extrêmes avec Perret et Le Corbusier, qui ont chacun une lecture très très précise, le purisme et l'osaturisme chez Perret, et le purisme chez Le Corbusier, et tout le monde on a l'impression que tout le monde est obligé de se positionner entre deux. Et vous êtes quoi? Alors Auschwitz, lui, il dit moi, je suis ni l'un ni l'autre. Perret m'intéresse, mais je ne veux pas de son approche purement ossaturiste, qui est une forme de nudisme, désolé pour le terme, mais c'est ce qu'on utilisait à l'époque. On parlait de nudisme soit quand les architectures n'étaient pas décorées, soit quand l'ossature était visible. Auschwitz refuse l'une et l'autre de ces alternatives et milite pour quelque chose, pour une architecture sobre, extrêmement bourgeoise dans son approche du logement, notamment. On voit ici les appartements parmi les plus chers de Paris qui donnent sur le jardin du Luxembourg. Donc des intérieurs extrêmement cossus, mais dans une approche quasi moderniste. Si vous regardez ce pan coupé, ces beaux windows qui ont fait sa célébrité, il y a une revue dans laquelle la prise de photo fait quasiment penser, la prise de vue fait penser à une fenêtre en longueur de Le Corbusier. Donc Auschwitz est vraiment sur une crête à mi-chemin entre plusieurs tendances. Mais si on prend des architectes un peu moins connus et des immeubles parisiens encore, après on va se promener un petit peu ailleurs en France, voilà des immeubles sur lesquels on pourrait dire, bon, c'est évidemment de l'art déco, mais c'est de l'art déco un petit peu à tendance puriste, parce que très peu d'ornements. Est-ce que l'art déco est un ensemble de formes géométriques ou bien géométrie plus ornement décoratif? Voilà des questions qui finalement ne mènent jamais très loin entre nous, mais qui permettent en tout cas d'interroger des contributions d'architectes, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, à la fois redécouvrir l'art déco, mais redécouvrir des corpus et des parcours professionnels. Et Robert Reynaud, on le recroisera tout à l'heure, voilà des personnages, et ses acolytes Charamel et Mélindes, des personnages qui sont tout à fait intéressants et qui ont produit des œuvres à la fois remarquées à leur époque, un petit peu ensuite laissées pour compte de côté, parce que ces messieurs étaient quand même quasi des illustres inconnus pour l'histoire de l'après-guerre. Et donc, la question de la forme, voilà, Pierre Patou, lui, l'a posée d'emblée en 1925, forme géométrique, retour au classicisme, hiérarchisation des volumes. Donc, on peut définir l'art déco par la forme, mais je pense que c'est peut-être une fausse question, c'est pour ça que j'ai davantage
mis l'accent sur les problématiques constructives, parce que là, je pense qu'il y a vraiment, à travers la généralisation du béton armé, il y a à creuser la manière dont on a imaginé, à partir des points porteurs, une nouvelle expression architecturale au sortir de l'art nouveau. Et quid de Maël-Stevens? Maël-Stevens est-il un moderniste, un cubiste, un art déco? Difficile. Il a été très marqué par le cubisme, c'est peut-être le plus cubiste de tous, celui dont les réalisations se voient quasiment par le haut et par le bas avec la même richesse. Et c'est pour ça que les photographies, ça a été noté par certains chercheurs, les photographies des bâtiments de Maël-Stevens sont prises vraiment à une équidistance entre le haut et le bas, et c'est comme ça qu'on prend la mesure de la qualité de ces bâtiments. Donc des objets qui finalement n'ont pas beaucoup d'équivalent dans l'architecture française de l'époque. Et puis par exemple, Jean Ginsberg, qui fait une percée assez spectaculaire, qui aura ensuite une très belle carrière après 1945. Jean Ginsberg se fait connaître dans le Paris des années 30 par quelques immeubles, à Troyes, dont celui-là, qui est une petite merveille et qui est inscrit au titre des monuments historiques, avenue de Versailles, et dont la pureté est évidemment quelque chose qui nous emmène un peu plus loin que l'art déco, un peu plus loin en termes d'économie de moyens, de recherche d'une sorte de pureté absolue que l'art déco n'a pas toujours souhaité rechercher. Alors j'en viens au dernier point, qui est art déco pittoresque et régionalisme, et là je vais essayer d'être un peu plus succinct, en m'appuyant sur un ouvrage qui me paraît fondamental, qui est l'ouvrage Comprendre l'éclectisme de Jean-Pierre Éperon. Mais on va peut-être pas avoir le temps de faire lecture Jean-Pierre Éperon ensemble. L'éclectisme est une démarche, une attitude de l'esprit. L'éclectisme est pragmatique, concret, efficace, moderne. Je vous invite à lire ces quelques pages d'introduction de cet ouvrage qui date de 1996 et qui est issu d'une recherche. Jean-Pierre Éperon avait essayé, en fait, c'est une recherche sur le 19e siècle. Et là, je reviens vraiment en arrière. Si on veut comprendre, parce que j'ai essayé plutôt de situer l'art déco dans son temps, et en fait, si on veut comprendre l'art déco, il faut comprendre le 19e siècle. Et précisément, on ne comprend pas toujours le 19e siècle. On a toujours une lecture éminemment caricaturale de ce siècle, de son rapport à l'histoire, de son rapport à la culture, de son inquiétude vis-à-vis du progrès, et justement de l'intérêt de cette ambivalence, de cette dialectique permanente que le 19e siècle entretient entre histoire et progrès, histoire, modernité, adaptation à de nouvelles conditions, et quelle est l'architecture de ce temps. Viollet-le-Duc réclamait une architecture du 19e siècle, il avait quoi ouvrir les yeux, elle était devant lui, mais il ne voulait pas la voir, parce que Viollet-le-Duc, comme Perret plus tard, voit une architecture sous un angle très particulier, très moral. Et ce que Viollet-le-Duc ne voyait évidemment pas, c'est qu'il était lui-même un éclectique, ou en tout cas il ne voulait pas l'avouer, parce que je pense qu'il le savait quand même, puisqu'il pratiquait cet éclectisme. Tout ça pour dire que si on veut vraiment rendre justice à l'art déco, il faut reprendre cette approche que Jean-Pierre Éperon a défendue pendant des décennies dans sa recherche, c'est faire du 19e siècle un siècle du débat, et non pas un siècle du combat, soit pour la modernité, soit pour l'histoire. Le 19e siècle et cette fameuse école des beaux-arts qui a tant compté, que les Américains ont redécouverte dans les années 1970, avant que les Français ne leur emboîtent le pas, l'école des beaux-arts, contrairement à ce qu'on a pu dire, a été un lieu du débat. Du débat sur la forme, sur la construction, sur le type architectural. Et là, je vais passer très vite, en revenant sur
tous ces ouvrages. Il y a l'école et puis il y a aussi tout ce que les architectes publient et qui constitue la culture architecturale. L'image que j'ai montrée en ouverture était un petit catalogue de matériaux emprunté à l'exposition qui est juste à côté et que je vous invite à voir parce que justement on voit ce que sont les lieux du débat qui consiste aussi à savoir qu'est-ce qui est le bon matériau pour telle ou telle partie d'un bâtiment. Et la notion de catalogue de matériaux ou catalogue de modèles est une notion éminemment constitutive de l'éclectisme et de l'architecture du 19e, de la première moitié du 20e en l'occurrence. Donc Viollet-le-Duc, avec son dictionnaire, participe de ce débat, puis les revues comme l'Architecte, la construction moderne, le simple terme de causerie. Les architectes, notamment Louis-Charles Boileau, va inaugurer l'un des premiers, une sorte de mode de commenter l'architecture qui est sur le ton de la causerie. Je vous emmène, je vous fais visiter et je vais vous faire comprendre comment fonctionne un bâtiment, jusque dans son chauffage, l'alimentation en eau, parce que l'architecture, c'est aussi une totalité de compétences. Et toute cette culture constructive, esthétique, typologique, se développe dans toutes ces revues, comment on appelle ça, des portfolios, ces albums qui alimentent la profession. Et petit à petit, vous voyez que là je vais très vite, je suis parti de 1829 et on est déjà en 1925, avec des revues comme Ma Petite Maison, dans un contexte qui n'est plus celui du 19e, qui est celui de la recherche d'un logement pour tous, une crise du logement, comment remédier à la crise du logement. L'Art déco se situe évidemment dans un moment très particulier de reconstruction, mais aussi d'une nécessité absolue de donner davantage de logements à la population en France en premier chef, mais un peu partout en Europe. L'Art déco va aussi être le style à la mode, le style au goût du jour, qui va habiller un travail beaucoup plus neutre, plus volontaire aussi, de remédiation à cette fameuse crise du logement. Et Ma Petite Maison, comme beaucoup d'autres, Maison et intérieur pour tous, va se faire le vecteur de toute cette culture, avec plein d'architectes très intéressants qu'on peut redécouvrir à travers ces revues. Et c'est là qu'un nouvel éclectisme se développe, en fait, parce que nourri de l'architecture du 19e, ces architectes entrepreneurs, parfois aussi des juristes, des ingénieurs, des hommes politiques, accompagnent ces revues parce qu'ils sont des militants de l'hygiène, du bien-être social, d'un certain paternalisme parfois. Tout ça aboutit à une culture partagée dans laquelle la question de la forme n'est pas toujours un vrai problème. Et Jean-Pierre Lepron, à la fin de son ouvrage, constate que l'éclectisme se prolonge de fait au XXe siècle. Alors il n'a pas fait cette histoire, mais précisément, peut-être est-il temps de faire à nouveau cette histoire sous cet angle-là, de l'éclectisme, selon un mode national, régional, colonial, américain, etc. Et terminons donc plutôt sur l'éclectisme régional. L'Art déco et le régionalisme ont été presque des frères dans un combat pour, non pas contre le modernisme, parfois ils sont opposés évidemment au modernisme, mais le combat il est d'abord pour rénover les régions dévastées, pour reconstruire les régions dévastées, pour ranimer des arts décoratifs régionaux un petit peu endormis dans une certaine reconduction de style historique. De fait, Jean-Pierre Lepron oppose l'historicisme à l'éclectisme. L'historicisme étant une approche plus
statique, plus axé sur la reproduction que sur le débat. Et donc, nos amis Charavel, Hainaut et Mélandès, qui mériteraient à eux seuls une véritable étude, témoignent dans les régions dévastées de ce qu'est cette culture assez large. On va chercher du côté des arts décoratifs régionaux, on va chercher le béton armé parce que c'est un bon outil, on va chercher la brique qui s'adapte admirablement. Nous n'avons introduit le ciment armé que pour nous permettre des formes et silhouettes plus osées et plus modernes. Et aujourd'hui, on englobe ce type de bâtiments plutôt régionalistes sous la bannière de l'art déco, parce que, évidemment, régionalisme et art déco sont deux visages d'une même conquête, et le modernisme, dans sa tendance la moins déclamatoire, le modernisme a lui aussi participé de cette conquête d'un logement pour tous. Voici à nouveau Charavel, Hainaut, Mélandès, le fameux conservatoire de Saint-Quentin, quelques petits airs un peu british aussi dans le traitement des beaux windows. À l'intérieur, évidemment, bâtiment public, donc on y insère des éléments de ferronnerie, de luminaire. Et voilà un petit détour par la Bretagne et un autre hommage à un ouvrage dans la même collection d'ailleurs, aux éditions Norma, publié par l'Institut français d'architecture, deux recherches qui ont fortement marqué l'historiographie. Jean-Pierre Epron, Comprendre l'éclectisme, et Jean-Claude Vigato, l'architecture régionaliste. Ce sont deux essais qui ont vraiment apporté des clés de lecture et dont, je crois, malheureusement, peu de chercheurs se sont véritablement emparés. Ça reste toujours quelque chose un peu minoritaire que cet intérêt pour les régionalismes ou bien pour l'éclectisme en tant que grand espace d'un débat dont l'art déco et les régionalismes sont les héritiers. Je pense que c'est difficilement contestable. Voilà la gare de Dinan, très beau bâtiment. Sur la côte d'émeraude, beaucoup de ces architectures sont des savants mélanges entre cette culture des beaux-arts, folklore régionaliste, et puis bien sûr recours aux compétences de nombreux artistes décorateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi des architectes pratiquent sur la côte une architecture volontairement très art déco, notamment pour des bâtiments recevant du public, et puis dans la ville de Saint-Brieuc, dans le cadre d'une cité-jardin, le Goélec va pratiquer pour les logements quelque chose d'un petit peu plus régionaliste. Ce régionalisme, il est aussi le fait d'architectes parisiens ou basés à Paris. Victor Lesage, en l'occurrence, est originaire de Bretagne, mais l'agence Lesage et Midgen est basée à Paris. Elle est appelée pour la reconstruction dans l'est de la France, et à Vouziers, cette agence va pratiquer une sorte d'entre-deux entre une architecture publique héritée du 19e, une architecture régionale et avec un peu d'art déco. Et lorsqu'ils reviendront sur leur terre bretonne, Victor Lesage et son fils Robert vont créer des œuvres purement art déco parce que c'est l'esthétique des temps modernes, mais qui n'est pas du tout exclusive. Et on pourrait continuer comme ça avec Maurice Fournier, toujours à Dinard. Maurice Fournier qui commence, tiens, comme par hasard, dans une cité-jardin en Île-de-France avec des petits pavillons pittoresques, et puis qui va continuer sur un mode beaucoup plus régional à Dinard quand il fait des maisons, et très art déco quand il fait un bâtiment public, une piscine. Voilà ces manières qui ne sont en aucune façon contradictoires ni antinomiques, elles sont des manières de se positionner de façon très ouverte, avec de fait une approche qui se veut encore, qui se réclame encore de l'éclectisme,
L'éclectisme, c'est aussi le choix des matériaux, c'est le choix d'une culture constructive, et ce que Jean-Pierre Héperon reproche beaucoup aux modernes, qu'il a en l'occurrence côtoyé, il est bien connu, il est d'une génération qui a connu les derniers modernes, donc il n'est pas totalement déconnecté de ce monde, mais ce que Jean-Pierre Héperon a reproché au modernisme, c'est d'avoir abandonné aux ingénieurs la question constructive. Et là, c'est à nouveau l'occasion de redire que sur le plan de la construction, l'architecture n'est pas pure forme, elle est aussi une culture constructive. Et si les architectes ne sont plus en mesure de la maîtriser, c'est aussi un combat professionnel qui est perdu. Marcel Houdin, architecte parisien dont on voit ici le très bel hôtel Massilia devant la gare de Lyon, et les magasins réunis, donc Art Nouveau tardif, eh bien, débarque à Dinard lui aussi et va produire de très beaux bâtiments, un peu massifs, il est vrai, avec ce Gallic Hotel et puis d'autres bâtiments assez intéressants. Je termine par Amiens, bien sûr, sans empiéter sur mes collègues qui interviendront demain notamment, simplement pour dire que l'Art déco, en termes chronologiques, ce que j'ai peu évoqué réellement, l'Art déco en termes chronologiques reste aussi une question. On se dit l'Art déco ça commence plutôt dans les années 10 et évidemment pas en 25, mais il faut remonter autour de 10, 12, 13 et le Théâtre des Champs-Élysées est un bon repère parmi d'autres. Mais quand l'Art déco finit-il? Alors là, moi j'ai une date un petit peu simple, j'aurais tendance à dire 1960. Très tard. 1960, et c'est aussi la fin de la reconstruction à Amiens, dissolution en 61 de l'association syndicale de sinistrés. C'est-à-dire qu'il y a à la fin d'un cycle, c'est aussi 55-60 à l'échelle mondiale, c'est aussi le moment où le modernisme international l'emporte définitivement dans l'architecture de bureau, dans les grands ensembles. Il y a une petite fourchette entre 55 et 60. Là, on est en 1932, hein, tout près d'ici, avec les HBM de l'Écluse. Donc voilà de l'architecture des années 30, mais l'architecture des années 50 à Amiens est finalement cette architecture de la reconstruction. Je pense qu'on peut, sans trop de problèmes, l'intégrer dans le grand corpus d'un art déco qui serait un art déco tardif. On sait qu'à Paris, il y a aussi un corpus très important d'art déco tardif parce que il est difficile d'imposer des formes nouvelles dès 1950-55. Donc on préfère toujours jouer sur cet éclectisme de formes, emprunts régionaux, quelques allusions aussi à un autre modernisme européen très important qui est l'école d'Amsterdam, qui a un rôle absolument colossal parce que Francfort et Amsterdam sont aussi des horizons qui nourrissent beaucoup d'architectes, l'architecture belge également, toute cette architecture de la reconstruction que vous connaissez très bien, les Isaïe Federbe sont des occasions de repenser ce qu'a été un certain nombre de points marquants de l'art déco, le goût du rythme, le goût des ordonnances, un certain classicisme des ordonnances, et puis, on l'a dit tout à l'heure, la présence de la sculpture, une approche, disons, complète de l'architecture qui intègre les arts décoratifs. Voilà, je vous remercie, je m'arrête. Merci beaucoup Simon pour cette passionnante présentation. Alors je propose, je crois que tu as des cours après très vite, si on peut passer peut-être un petit temps de questions sur ta conférence. Je te laisser après le temps. Y a-t-il des questions? Qui veut ouvrir le débat? Je reviens à une question, mais qui me semble, il me semble en fait idiote. Mais comme il a posé, est-ce qu'on ne pourrait pas comparer un petit peu l'opposition, le débat entre Perret et puis l'art déco?
mais avec beaucoup de nuances entre le débat entre classicisme et baroque. Mais le problème, c'est que l'art déco est aussi classique. Comparer le type de débat, en fait, le type d'opposition, de confrontation. Oui, très bonne question. Je n'avais jamais pensé à cette comparaison possible entre ce qui se joue au XXe siècle et classicisme et baroque, en effet. Et oui, il faudrait revenir à Wölfflin, grands auteurs, pour questionner. J'avoue que je n'ai jamais vraiment formulé cette question comme ça, mais et là peut-être on serait dans un débat encore plus large à l'échelle européenne, poser des questions plus philosophiques même. Je ne sais pas si... Dans la dimension baroque en tant qu'art de théâtre, en fait, depuis la décoration, dans les aspects décoratifs des arts déco, moins architecturaux. Oui, il faut creuser. Ce sera l'objet d'un prochain colloque. Tout à fait. L'art déco est-il le baroque du XXe siècle? Oui, c'est bon. Moi, je voudrais savoir... bon, vous avez parlé d'Albert, effectivement, qui est une très belle ville, enfin, en introduction, c'est pas vous, mais en introduction. Ah oui. Et pourquoi Abbeville, selon le patrimoine, il n'y aurait pas d'art déco? Pourquoi Abbeville aurait échappé à l'art déco? Ah, je ne sais pas. Je pense qu'il y a peu d'architecture de l'entre-deux-guerres à Abbeville et que c'est la ville, comme beaucoup de villes reconstruites, est plus marquée par l'architecture de la reconstruction. Alors qu'Amiens a conservé malgré des nouveaux bombardements, Amiens a gardé quelques restes de la première reconstruction. L'art déco, c'est d'abord quand même, en termes chronologiques, l'architecture de la première reconstruction. Enfin, dans les régions dévastées, bien sûr. Oui, justement, Simon, est-ce que les destructions sont une chance pour les architectes? C'est une question que je me pose systématiquement, c'est-à-dire est-ce que du coup ça donne un terrain de jeu expérimental? Bien sûr. Bien sûr. Dans la première reconstruction, oui, évidemment. Dans la seconde, encore plus. Je vais peut-être compléter ma question, en fait, parce qu'elle semble un petit peu sèche comme ça. Dans la question, c'est est-ce que c'est une ouverture des possibles? Est-ce que le débat reconstruire à l'identique ou plonger dans autre chose est rendu possible justement par le terrain vierge? Bah, c'est toujours compliqué de dire. J'avais pas prévu de mettre cette diapo, mais je vous l'avais comme ça en guise de digestif. Pour redire, justement, l'art déco en France se développe dans un contexte qui est multiple. C'est la loi Cornudet, ce sont le développement du balnéaire, le développement des loisirs, le développement du mouvement régional et versus le modernisme, le développement du béton armé. Donc, bien sûr, les reconstructions sont des chances, entre guillemets, qui passent les architectes au pied du mur. Ce qui, bon, d'un point de vue formel, sans les reconstructions, l'art déco de toute façon serait advenu, puisque la ville de Paris suffit à elle-même, à elle seule, à faire un corpus art déco quand même assez riche. Donc les reconstructions ont permis de confronter justement art déco et régionalisme et de poser des questions qui ne se posaient pas dans certaines grandes villes. Et ça, c'est là où ça a été, je pense, un territoire à l'échelle même des petites villes et des villages, c'était un territoire d'expérimentation tout à fait original. Et qui a l'avantage aussi de ne pas s'être fondé sur une doctrine urbaine trop exclusive, ce qui a été le cas de la seconde reconstruction, que l'on peut réinterroger quand même. C'est un mouvement qui commence à émerger, plutôt
pas à l'échelle urbaine, mais à l'échelle rurale, hein, qui est la remise en question de ce qu'a été le traumatisme du remembrement. Or, la première reconstruction a été moins traumatisante en termes de remembrement, et je pense aussi que c'est un facteur qui a rendu l'acceptation de cette architecture nouvelle d'autant plus facile que non seulement elle visait l'ancrage régional, mais en plus elle se refondait sur une logique foncière qui n'était pas complètement, on repart à zéro. C'est sans doute une question idiote. Est-ce que la question de la lumière et de l'éclairage joue un rôle dans la particularité de cet art? Bien sûr. J'ai montré l'usage qu'en fait Charles Cycliste, par exemple, pour tous les lieux de la nuit. L'art déco, c'est aussi l'électricité, c'est aussi l'a fait électricité et célébrer l'exposition de 1937. L'art déco, c'est le luminaire, ce sont les néons, c'est la ville lumière. Je n'ai pas montré je l'ai enlevé parce que je ne pouvais pas tout montrer, mais lors du colloque d'avril, je remontrais la tour Eiffel illuminée par Citroën. C'est l'automobile, et l'automobile qui elle-même réinvente un monument comme la tour Eiffel. Donc la lumière, évidemment, joue un rôle crucial. Y a-t-il encore une question? J'ai encore une toute petite sur le régionalisme, mais c'est peut-être des choses un peu connues, mais on a aussi un régionalisme qui ne correspond pas aux régions d'origine. Je pense toujours à Bailleul, où on reconstruit en style flamand, alors que Bailleul était avant la guerre pas du tout flamand. Oui, ça, je ne pourrais pas trop expliquer ce choix. On voit aussi à la Baule du néo-basque, alors qu'il est encore en Bretagne. Oui. Parce que où est la limite entre le sud et le nord, et entre les zones d'influence. Et les régionalismes sont aussi une façon de jouer avec des modes formels qui vont un petit peu au-delà, parce que le néo-basque, à l'origine, c'est la ferme Labourdine, donc c'est même pas tout le Pays basque, c'est une partie du Pays basque. Et donc le pan de bois basque plus le pan de bois normand vont littéralement contaminer toute la façade atlantique, et avec la Bretagne quand même qui résiste un petit peu, parce que vous le voyez ici, on a quelques réminiscences dans la cité Jardin. Mais la Bretagne a un peu moins de bancs de bois, mais autrement, à partir du sud-Bretagne jusqu'à l'Espagne, le néo-basque est toujours là, très présent. Donc dans le nord, j'imagine qu'il y a eu un peu le même effort. On est sur Bayonne, pas loin de la Flandre, de la Flandre maritime, mais voilà, c'est une question de quelques dizaines de kilomètres. Nous, avant-guerre, c'était pas du tout le type flamand. Oui, oui. Jean-Charles. Simplement, non, pour compléter, enfin pour aller dans votre sens. Pour aller dans le sens, Paul Tournon, qu'on connaît bien ici, avec Saint-Honoré, Paul Tournon, lui, propose dans les années 20 un catalogue de villas, c'est donc on a des modèles de villas régionalistes. Et il propose une villa néo-basque pour Compiègne qui sera réalisée. Donc on voit que ça monte très 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 au nord, le néo-basque. Merci encore beaucoup à Simon pour sa présentation.